Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Mullier sur le podcast dans le cadre du Podcaston 2025, le grand rassemblement caritatif des podcasteurs qui promeut l'engagement associatif. Baptiste est un ancien alcoolodépendant qui a bu de ses 14 à 24 ans. Il raconte de manière très touchante son histoire dans un livre qui s'intitule « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée », coécrit avec Judith Lossman. Aujourd'hui, il fête ses 10 ans d'abstinence et il est notamment président de l'association L'Addiction Libre, une association dont le but est de libérer la parole sur toutes les formes d'addiction. Dans cet épisode, on a notamment parlé de son enfance, des heures sombres de son alcoolisme, de ce qui se joue dans l'addiction et la reconstruction. Je remercie Baptiste de s'être livré avec autant de sincérité et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Baptiste, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast pour parler de ton histoire personnelle. La première question que je vais te poser Baptiste, avant qu'on déroule le fil de ton histoire, c'est quel genre d'enfant tu étais ? Est-ce que tu étais plutôt un enfant joyeux, mélancolique, réservé, hyperactif ? Et puis plus généralement, quel genre d'enfance t'as eu ? Déjà, salut Aurélia. Je suis trop content d'être là, trop content d'à nouveau te voir par visio, sachant qu'on a déjà échangé ensemble avant. C'est une vraie joie de me poser avec toi ce matin. Euh, alors, mon enfance, elle était très cocooning. Et je dis cocooning parce que avec mon frère jumeau, on a créé notre bulle à nous, nos propres règles, notre propre langage. On, on n'a pas besoin d'autres personnes. Et on s'est construit comme ça, en duo, avec beaucoup de joie, beaucoup d'intensité, d'euphorie, d'extérieur, de liberté. J'adorais jouer dans des parcs, balle au pied, apprendre le foot, et dans un système anglophone, parce que j'ai grandi à Londres, avec une ville où il y a beaucoup de parcs, beaucoup de verdure, c'est très étendu. Je me suis vraiment épanoui, je me suis senti à ma place. Euh, j'ai grandi dans un moule familial très aimant avec mes deux parents. Euh, Papa était moins présent, il bossait énormément, il était en voyage, il avait voilà, un travail qui lui prenait énormément de temps. Et maman qui, après la naissance de ses premiers enfants, donc ses paires de jumeaux, elle a arrêté son métier d'orthophoniste pour se consacrer uniquement enfin être là, être présente pour ses enfants. Et je n'ai manqué de rien. J'ai été hyper épanoui, je trouve. Et donc avec ton jumeau, vous êtes les derniers de la fratrie, c'est ça ? Vous êtes en tout 4 garçons ? On est cinq Ah, garçons. Il 5. y a les jumeaux en premier, ensuite 3 ans et demi après un frère, un troisième frère, ensuite un quatrième et ensuite un cinquième. J'ai 11 ans d'écart avec le dernier, donc c'est une meute. C'est une meute. Alors aujourd'hui, j'en jouis carrément de cette meute. C'est des liens tellement forts, des liens de confiance, de tolérance, d'écoute, que j'ai pu notamment redécouvrir et consolider grâce à mon abstinence. Mais quelle chance j'ai d'avoir ces frères, d'avoir cette maman. Enfin, c'est énormément de chance. On y reviendra. C'est quelque chose que j'ai pas choisi hein, d'atterrir dans cette famille, mais évidemment qu'ils ont eu un rôle à jouer énorme dans ma reconstruction, dans mes prises de conscience, dans la confiance, dans le pardon. Euh, Beaucoup de chance. Je l'ai pas fait seul. Hein. Je me suis pas reconstruit tout seul, loin de là. Et donc c'est quand tu es adolescent que vous retournez vivre à Paris ? C'est ça, début d'adolescence, pour la sixième, j'avais 11 ans. Ça a été brutal, sans véritablement que j'en prenne conscience, parce que enfant, bah, tu suis tes parents, et tes parents, ils ont envie de choisir, enfin, ils estimaient que c'était le meilleur choix pour ses enfants. Mais le changement de repères, changement de culture, changement de système scolaire, ça m'a au final bien perturbé. En tout cas, le cocon avec mon frère jumeau, c'est un peu fracturé. Euh, et je peux un peu parler de cette culture française, ou en tout cas oui, de ce système éducatif qui était très différent. Quand à Londres, on te demande de, de-
d'essayer d'exprimer qui tu es, de chercher en fait à développer tes différences. En fait, eux, ils valorisent l'unicité de chaque personne. Tu vas être accompagné individuellement. Le professeur a des attentions particulières. C'est beaucoup de projets de groupe. Et puis, tu peux choisir tes matières. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie entre les matières. Si tu es bon en poterie, bah, tu vas être extrêmement valorisé dans la poterie. Si tu es bon en théâtre, si tu es bon en géo, en sport, il y a des prix à la fin de l'année et il n'y a pas de matière forte comme j'ai pu le découvrir dans le système français, en tout cas dans le collège dans lequel j'étais, très élitiste, très, dans, dans- c'était, c'était élitiste. Bien, je me suis dit en fait, il faut être bon en maths, faut être bon en maths, physique et le sport, tout ce qui est considéré extrascolaire, bah c'est pas si important que ça, alors que c'est un peu le contraire de ce qui se passe dans le système anglophone. Donc Mm. voilà, perte totale de repères. Je sais pas trop dans quoi je me mets. Et ensuite, j'ai perçu des formes de pression. La pression scolaire, toujours faire plus, c'est jamais assez, c'est jamais assez bien. Et mon papa, très exigeant avec ses enfants, euh, bah, il y avait une pression familiale aussi. Euh, En fait, il y avait qu'une voie possible, et si t'es pas bon là-dedans, parce que bon, enfin c'est pas ta voie non plus forcément, et ben tu te sentais complètement en échec en fait, et plus valorisé, inexistant peut-être. t'as raison, tu vois, mais à 12, 13, 14 ans, je n'ai aucune conscience de ce qui se joue encore. J'ai quelques signes de mal-être exprimés par des crises d'angoisse, des insomnies, boule au ventre, pas envie d'aller en cours, rassuré d'être à la maison un peu malade dans ma chambre en train de dessiner. Je suis à l'aise dans ce contexte-là, mais dès qu'il faut affronter l'extérieur, Hmm. j'ai pas confiance en moi. Et puis il y a quelque chose d'essentiel à dire, c'est que enfant et parfois même toute sa vie, mais peut-être encore plus enfant, ben on a juste envie d'être aimé. En tout cas moi, j'avais juste envie d'être aimé, juste envie d'avoir la reconnaissance de mes parents, d'être conforté dans mes choix, si on peut faire des choix à 12, 13 ans. Ben oui, on peut en faire, mais je, je n'ai pas senti euh, un véritable accompagnement selon qui j'étais. Hmm. Alors qu'à Euh, Londres, tu l'avais, tu te sentais valorisé par tes parents pour le foot par exemple, ou ouais, carrément, carrément, mais enfin, toute la société, enfin, enfin, tout le scolaire en tout cas, te permet d'exister tel que tu es. Hmm. Et en France, bah moi, je me rends compte que en fait, il y a des injonctions. C'est pas encore, c'est pas conscient, hein, c'est pas conscient, mais tu vois, j'ai envie de rendre fier papa, et rendre fier papa, c'est d'être bon en cours. Donc Hmm. j'essaye, mais euh, je lutte quoi. Hmm. Je commence à mettre des masques en fait. Genre, genre, c'est pas conscient. Je mets des masques. Euh, je suis souriant, entouré, avec des amis, mais à l'intérieur, il y a des signes qui ne trompent pas ou qui peut-être sont alarmants. Mais moi, j'ai envie de continuer, je me tais. Je tais ces formes de mal-être. J'avance comme un bon petit soldat pour pouvoir faire plaisir à mes parents. Et puis j'avais peur, je crois que j'avais peur d'exprimer quand ça n'allait pas. Euh, Maman était le côté très rassurant dans la famille, mais papa était un peu le commandant du navire. Et il faut que je réponde à ses attentes. Enfin, tout ça pour te Hmm. dire que très jeune, sans m'en rendre compte, je commence à mettre des masques pour vivre au travers des attentes des autres. Je me calque par rapport à ce qui est attendu de moi. Et c'est le début de quelque chose qui m'a détruit. Me nier, m'oublier, pas m'écouter.
Mhm. Alors c'est dur à 12, 13, 14 ans de mettre des mots sur tout Mhm. ça. Je pense que j'étais pas encore apte à mettre des mots, mais il est vrai que je n'ai peut-être pas eu ce cadre, cet espace émotionnel, cette éducation émotionnelle pour pouvoir exprimer sans crainte, sans peur, mes doutes, mes inquiétudes. Voilà un peu le contexte Ok. de ma rentrée en France. Et donc, c'est à l'âge de 14 ans, quand tu vis tes premières soirées, que l'alcool est apparu dans ta vie. Oui, ou en tout cas cet alcool festif, parce que j'oublie peut-être les premières gorgées de bière que papa a dû me faire goûter. Je sais pas, une gorgée peut-être à 13 ans, ou Mm. goûter son verre de vin, peut-être le sucre qu'on trempe dans un digestif. Enfin, tu vois, je suis quand même dans une famille où l'alcool est présent. Il n'est pas du tout en excès. J'ai jamais vu mes parents bourrés. Mais oui, mes parents faisaient des dîners, organisaient des soirées. Et donc pour moi, ce côté être adulte, c'était associer un verre à la main. En tout cas, ce produit-là existait dans le côté festif. Et c'est à 14 ans que j'ai commencé à sortir. C'est vraiment l'âge des premières fois, Mm. les premiers dîners de classe. Euh, et lors d'une première soirée, j'étais un peu anxieux, je crois. Je suis de nature anxieuse. J'ai découvert ça en France. Cette nature très anxieuse. Bon, aussi une hypersensibilité qui essayait de d'éclore, mais moi j'étais mal à l'aise. Donc, c'était social. Ouais, un peu. Alors encore une fois, Mm. je mettais des masques hein, de personnes qui étaient à l'aise, mais non, j'étais timide, introverti, Mm. pudique, peur du regard de l'autre. Ça, c'est une vérité. Et j'essayais d'exister, d'être, j'essayais de faire partie tu sais, du groupe populaire, des gens cool. Euh, Mm. c'est un peu du coup, ça fait référence à l'heure des premières soirées où en fait j'étais invité, mais oui, je me posais des questions en silence. Euh, Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Est-ce qu'il y aura de la musique? Est-ce qu'il faut danser? Est-ce qu'il y aura des filles? Est-ce que il faut leur parler à ces filles? Moi, je suis terrifié. Enfin, c'est tout nouveau pour moi. Moi de danser, mais vas-y, je sais pas faire. Mhm. Enfin, approcher les filles, je suis mal à l'aise. Donc, ces inquiétudes-là, lors de ces premières ou de même cette première soirée, et on m'a invité, enfin on m'a proposé de me retrouver avec des amis avant la soirée dans la rue, d'acheter de l'alcool, de boire. En gros, on m'a proposé mon premier bifort. Je connaissais pas encore ce terme, mais Ok. c'est clairement un bifort, se retrouver avant pour boire et d'arriver à la soirée avec ce petit quelque chose en plus. Et j'ai adoré. Mais j'ai adoré cette première fois. Alors peut-être que j'ai pas forcément adoré l'alcool, mais j'ai adoré cette transgression, ce côté rebelle. Mes parents savent évidemment que je vais à une soirée, mais ils ne savent pas que je suis dans la rue. Mm. Ces notions de liberté, d'euphorie, en fait, de retrouver des émotions enfantines, oubliées. Et là, en fait, le monde s'offre à moi. Enfin, c'est normal, on est ado, on est en quête de beaucoup de choses. Et là, je trouve dans la rue un temps hors du temps où les problèmes n'existent pas et on est entre potes. Et évidemment que je pense pas aux risques. On m'a jamais prévenu des risques. Euh, on m'a prévenu des risques quant aux drogues illicites, mais jamais a été posé le mot drogue euh, face à l'alcool. Jamais. Pour moi, zéro risque. Que ce soit tes parents, l'école, t'as jamais eu une sorte de, tu vois, de message un peu d'alerte, fais attention, bois pas trop, non? En tout cas, je m'en souviens pas, donc c'est quelque chose qui ne m'a pas marqué. Euh, Peut-être que j'étais quelqu'un qui essayait d'exprimer quelque chose de différent. Et alors ça se manifestait par des actes un peu rebelles, un peu dans la transgression. Euh, donc faire quelque chose euh, pareil, où les parents sont pas au courant, bah ça excite Mm. quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Non, puis bon, à cet âge-là, c'est glamourisé, quoi. C'est celui qui va boire le plus. C'est même un jeu entre vous, quoi. Oui, c'est très festif au début. J'ai adoré les effets. Mais dès le début. Euh,
les effets, c'était bon, d'une part, fuir la pression scolaire, fuir la pression familiale, me sentir libre, respirer. Hmm. Cette notion de liberté, elle est tellement importante. C'est quelque chose c'est l'essence, c'est une essence même. C'est un peu qui je suis. Je pensais que l'alcool allait me rendre libre, ou en tout cas que cette intensité, cette euphorie, ces rires, toutes ces choses positives que j'ai d'abord trouvées dans l'alcool, je les ai associées à des notions de liberté. Et finalement, ça a été tout l'inverse. Mais au début, c'était chouette. J'ai des très bons souvenirs alcoolisés, euh, mais ce que j'ignorais, c'est que j'ai un peu un cerveau d'addict. Je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, c'est peut-être pas. Enfin, en tout cas, je l'interprète comme ça. Mon cerveau d'addict, lui, il ritualise les choses, il associe instantanément les choses entre elles. Donc, mes façons de boire, mes manières d'apprentissage, le before, bah, pour moi, c'est devenu très rapidement, voire même dès le début, un passage incontournable, une institution. Je dois faire un before. C'est comme ça qu'on fait la fête. On va faire du binge drinking, on va faire des jeux d'alcool. Et il y a une forme de, comment je pourrais expliquer ça? J'ai l'impression d'avoir une recette magique entre mes mains. Cette boisson, c'est quelque chose qui va me permettre d'aller encore plus haut. Euh, et je dis ça parce que assez rapidement, dans mes, dans mes premières alcoolisations, il y a un début de mépris par rapport à ceux qui boivent pas encore ou qui boivent pas comme moi. Je, j'estime que je détiens la Le recette pouvoir. magique, la recette magique pour pouvoir vraiment faire la fête. Hmm. Donc ceux qui ne boivent pas ou ceux qui boivent moins, pour moi, Ils sont ringards, quoi. tu ne sais C'est ça. rien. C'est un peu ringard, ouais. Un peu ringard, ouais. Je trouve en fait c'est assez intéressant. À l'époque, évidemment que je pouvais pas dire que c'était du mépris. Pour moi, c'était juste, oh, il est chiant lui, ou, euh, ou moi je sais faire la fête. Mais derrière ça, en fait, je décèle de la gêne. En fait, ce qui se joue dans, si, en fait, pour moi, s'il y a le fait de, de mettre dans des cases par rapport à la consommation d'alcool, pour moi, c'est de la gêne. En fait, ce qui se cache derrière ce mépris ou derrière cette ironie, c'est de la gêne. En fait, ta non-consommation met en lumière ma consommation excessive. Et ça, je veux pas le voir. Donc, tellement plus facile de s'entourer de gros buveurs, de personnes qui vont adhérer à cette institution Before, où on va faire du binge drinking, et on va s'entourer de gens qui font la fête selon les mêmes règles, Hmm. pour ne pas être confronté aux personnes qui boivent. C'est, moi, je pensais que tout le monde faisait pareil. Mes premières excuses, mes premières justifications auprès de mes parents qui se sont inquiétés ou qui sont interrogés en tout cas sur pourquoi le before, en fait, à quoi ça sert, parce que la génération de mes parents ne faisait pas ça. Bah, je répondais que t'inquiète, en fait, Hmm. tout le monde fait pareil. C'est peut-être même vous les ringards. Vous ne saviez pas faire la fête. Moi, je détiens la vérité. Euh, Bon, j'ai jamais osé dire à papa que c'était un ringard, mais je crois que je le pensais fortement. Mais mes premières excuses ont commencé très jeune. T'inquiète, je gère. T'inquiète, oui, c'est vrai qu'on boit de la vodka au bifort, mais c'est parce que, Hmm. enfin, je sais pas, j'inventais des excuses. Et ça, c'est pas anodin, tu vois. Dans une relation 100% saine, qui Hmm. ment ou diminue? Donc peut-être que, enfin, t'avais quand même conscience qu'il y avait un petit problème avec l'alcool, non? Tu le savais peut-être au fin fond de toi-même que c'était pas forcément une relation hyper saine. C'est c'est une, c'est une, en fait, c'est une bonne remarque. Est-ce que, est-ce que j'en avais pas conscience finalement? Moi, je voulais juste vivre. Je voulais juste respirer. Donc, quand quelqu'un m'empêche,
euh, bah, je bloque, je comprends pas. J'ai envie de rester dans mes mêmes mécanismes parce que ça m'apporte tellement de positif. Au début, c'était très positif. Tu sais, l'alcool m'a permis, sans le savoir, hein, j'aurais jamais pu dire à 17 ans que je buvais pour ces raisons-là, mais évidemment que je buvais pour être à l'aise avec les autres, pour cacher des phobies sociales, pour cacher ma timidité, pour masquer mon hypersensibilité, mon anxiété, évidemment. Mais l'alcool me permettait d'être quelqu'un. J'avais l'impression que j'existais dans l'alcool. Ce personnage de Super Baptiste que j'ai décrit dans mon livre, je pensais véritablement que c'était moi, que mon identité c'était cet être, cet individu exubérant, entouré, plein d'amis, aimable, qui avait l'attention des autres, qui était vu en fait. Moi je pensais que Mm. j'étais aimé dans l'alcool. Au fond, ce que je recherchais, c'était d'être accepté, c'était d'être aimé. Pour moi, l'alcool a été la solution pour ça. Moi, au début, j'ai pas cherché à me détruire, j'ai cherché cette solution qui me permettait peut-être de me Exister. sentir plus adapté, exister. En fait, il y a une grande inadaptabilité au Mm. quotidien et l'alcool vient gommer tout ça. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je regarde cet enfant avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. J'ai cherché, comme j'ai pu, à exister, à me sentir bien, à me détendre. Ça a été tout l'inverse, tu vois, mais j'ai pas, enfin, évidemment qu'il y a, j'ai pas de colère, pas de ressentiment, c'est beaucoup de pardon, beaucoup de douceur, beaucoup d'acceptation par rapport à ce petit qui a cherché, avec les armes qu'il avait, dans le contexte que je t'ai décrit, d'être bien. Et je me demandais juste, est-ce que t'en as voulu inconsciemment à tes parents d'avoir quitté Londres et donc t'as développé un comportement agressif envers eux, peut-être de rejet. Alors, ce qui est vrai, c'est que je me suis construit en opposition à mon père. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était ringard. Euh, je rigole parce que l'anecdote que je vais te dire, je crois que je l'ai dit à personne, mais ça va jusqu'à son kiff pour les bagnoles. Papa, papa adorait conduire. Euh, Moi, je n'ai pas mon permis. Je n'ai pas, enfin, j'ai 34 ans, je n'ai pas mon permis. Euh, et ça se joue là. C'est qu'en fait, tout ce que papa aime, Mm. euh, c'est nul. Et j'en rigole parce que maintenant, je lui ressemble bien plus que je ne le pense. Et on y reviendra, mais il me manque tous les jours. Donc oui, je me suis construit par opposition, en confrontation, et je me réfugiais dans mon cocon gémellaire, avec qui tout se passait bien, nos règles à nous. Et donc tout ce qui sort de ce cocon, ça Mm. m'agresse, ça m'agresse. Il y a une phrase dans mon livre, je crois, qui dit, mais pourquoi obéir aux règles de la société quand les règles gémellaires nous suffisent? Donc tu vois, toutes ces injonctions, je suis un enfant qui a refusé de grandir, tu sais, je suis un enfant qui avait très peur des responsabilités, très peur du monde adulte. Moi, je voulais rester enfant, rester de l'autre côté de la berge. Et pour moi, en fait, l'autre côté de la berge, c'est une vie sans responsabilité, sans problème, sans rien. Mm. On profite, on fait la fête. Mais, euh, mais, mais ce qui est dingue, c'est il y avait plus rien de festif au bout d'un moment. Ça m'a apporté que de la merde. Oui, parce qu'on parle pas aussi de l'effet dépresseur post-consommation d'alcool. Oui, alors évidemment, j'en avais aucune conscience. Comment veux-tu que j'ai conscience dans une société où tellement mal informée sur ce qu'est l'alcool, à commencer par le dépresseur. Évidemment que si je commence à boire de plus en plus souvent et plus régulièrement, je vais être de moins en Mm. moins bien. C'est normal.
c'est normal. Et oui, puis par la suite, tu vis aussi deux grands drames. Enfin, donc il y a la mort de ton papa dans la rue, hein, une mort brutale. Et puis une amie qui, lors d'une soirée, tombe de la balustrade du salon. Et donc pour anesthésier la douleur de ces drames, c'est à ce moment-là que là, l'alcool, tu tombes vraiment dedans. C'est vrai que on va dire que c'est humain de chercher des facteurs extérieurs qui expliqueraient mon alcoolisme, en tout cas la chute. Évidemment que la mort a été très proche de moi. Et j'ai vécu des choses très douloureuses qu'un enfant, qu'un ado, qu'un jeune adulte n'a pas à vivre. Hum, Mais je dirais que c'était notamment mon père, c'était juste un garde-fou. Son autorité, ses règles, tant qu'il était là, je les respectais, un peu par peur des représailles. Mais une fois qu'il est mort, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles à la maison. Et même si aujourd'hui, bah, je sais que ça m'a fait plonger, au début, Hmm. ça a été une libération. Je le dis, euh, je le dis avec émotion parce que c'est dur de dire que la mort de son papa, c'est une forme de libération. Mais Hmm. j'ai tout fait. J'ai tout fait dans cette vie. Je comprenais pas. Et donc, lui plus là, c'est Hmm. l'ouverture des vannes. Je vais enfin respirer. Je vais enfin faire ce que je veux. Mais déjà à 19 ans, parce que papa meurt quand j'ai 19 ans, j'ai besoin de plus, hein. Faut pas se mentir. C'est pas la mort de papa qui a déclenché Hmm. mon alcoolisme, hein. Déjà, j'ai une relation malsaine parce que déjà, même au lycée, c'est très très régulier, c'est très ritualisé. Euh, Après les cours, pas toujours, hein, et je dis pas du tout tous les jours de la semaine, mais ça m'arrive, tu vois, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé de boire à l'heure du déjeuner parce que je trouve ça cool d'être un peu aimé. Je parle pas du tout d'ivre mort, hein, mais c'est d'avoir ce petit truc en plus, ce petit truc qui va me booster, un peu le buzz, tu vois, l'ivresse si sympa, euphorisante que l'on recherche. Euh, L'après-midi, bah oui, ça m'est déjà arrivé, mais ça se compte sur les doigts d'une main, hein, mais d'être un peu alcoolisé. Et j'adorais ça, j'adorais ça. Euh, le week-end ne me suffit pas. À 19 ans, j'ai passé mon bac, je suis première année étudiant, je sors énormément. Et la mort de papa ouvre les vannes. Alors, je suis d'accord. Là où je peux être d'accord avec toi, c'est un peu les raisons du pourquoi je bois. Elles changent. J'anesthésie. J'anesthésie de la souffrance. J'anesthésie ma peur de la mort. Je veux plus Hmm. penser. Euh, je fuis. Ça devient de la fuite des autres, la fuite de soi-même, fuite de ses émotions. Euh, c'est tellement difficile d'embrasser ce que l'on ressent. Donc je préfère faire le bonhomme, faire le mec viril, le mec un peu YOLO où tout lui glisse sur la peau. Ouais, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Vas-y, on fait la fête. C'est ça qui va me faire du bien, Hmm. mais je suis en blackout. Enfin, je suis en blackout. Qu'est-ce qu'il y a de festif là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de convivial là-dedans? Je suis pas connecté aux autres. Moi, j'ai bu pour me lier aux autres, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce que l'autre dit, c'est l'alcool qu'il y a sur la table. Je regarde mon verre, je planque des bouteilles, je cache les bouteilles dans le frigo pour pas qu'on touche à ma dose, mais ça quasiment dès le début. Donc, donc non, en fait, je le dis haut et fort, je n'ai jamais eu de Hmm. relation saine à l'alcool. Dès le début, c'est très dur de dire non au deuxième verre. Quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. Évidemment qu'il n'y a pas encore d'impact négatif énorme, mais et puis c'est que le week-end au tout début, c'est que en soirée. Mais quand je commence, Hmm. bah, je sais pas m'arrêter. Et donc, comment dire, dans les heures les plus sombres de ton histoire dans l'alcool, ton quotidien, ça ressemblait à quoi? J'anesthésiais tout. À la toute fin, j'ai même plus envie d'exister. Euh, je suis en blackout. C'est peut-être ma manière à moi de me mettre volontairement dans des états d'inconscience pour ne pas avoir à être agressé par la vie
et agressé par les drames qui s'enchaînent et qui sont sans fin, et puis les échecs qui s'accumulent, ma déscolarisation, d'être une épave en fait, d'être resté de l'autre côté de la rive et de voir les autres avancer. Et puis même si je fais genre, moi au moins je fais la fête, mais c'est un mytho, j'ai honte. Je suis pétri de culpabilité, de d'une estime de moi désastreuse. Je crois que d'ailleurs j'ai bu parce que je m'aimais pas assez. Je ne m'acceptais pas assez, j'acceptais pas d'être introverti, hypersensible, anxieux, je n'acceptais pas ça. La société, je trouvais, enfin je trouve encore, ne valorise pas ces personnes-là qui ont finalement tant de trésors à offrir. Ça me, ça me désole en fait, ces cases, ces étiquettes. Tu m'étonnes que j'ai envie de boire pour avoir ce sentiment d'appartenance, mais à la toute fin, ça change. À la toute fin, je suis déscolarisé. Soit je bois, soit je récupère, soit je suis en gueule de bois. Je bouffe des médocs pour apaiser les gueules de bois. Je bouffe des anxiolytiques pour tout apaiser. Je mélange les antidépresseurs à l'alcool. Ça me met tellement, tellement mal. Je bois tout seul. Je mens. Euh, Mes canettes aux pieds dans un parc et puis je mens. Je dis que je suis juste pas disponible. Je m'isole et les larmes coulent. Quand je suis seul, les larmes coulent. Mais d'ailleurs, tes angoisses, ta peur de la mort se retrouvent aussi dans ton rapport au sommeil, comme tu l'expliques dans le livre. C'est-à-dire que tu fais tout pour retarder le plus tard possible le moment de l'endormissement, tellement c'est dur, tellement c'est impossible de lâcher prise. Si tu lâches prise, c'est, enfin, comment dire, c'est une angoisse beaucoup trop forte à supporter. Si t'as raison, l'endormissement, c'est une terreur pour moi. Euh, Aussi parce que je suis bien obligé de me connecter à moi-même. C'est peut-être le seul moment où je suis obligé. Je suis avec moi-même dans mon lit, dans le noir, et je pense, et je pense, et je pense, et mon cerveau tourne, Mm. tourne, il s'arrête jamais. C'est épuisant. Donc oui, ça m'arrive de boire pour me mettre KO, pour pouvoir dormir. Je dors si mal quand je suis bourré, tu m'étonnes. Donc je suis épuisé au réveil et je dois boire pour me donner du courage, pour me donner du coup de peps. Mais en fait, pourquoi est-ce que je bois? Pourquoi est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je fais des afters? Pourquoi est-ce que j'ai envie que la nuit ne finisse jamais? C'est que j'ai peur de la réalité. J'ai tellement peur quand les contours de ma vie réapparaissent. J'ai envie de la fuir, cette vie. Mais on est passé de quelque chose de festif à quelque chose de drastiquement différent. Mes consommations, c'est de l'anesthésie, c'est de la fuite, excusée euh, par la fête. Et donc, enfin, à ce moment-là, est-ce que ton entourage, ta famille, tes amis proches essaient de t'en parler? Est-ce qu'ils s'éloignent même de toi, ils te fuient eux-mêmes? Comment ça se passe? Je m'éloigne inconsciemment, je m'entoure de ce que j'appelle les alcoolites, hein, mes compagnons de beuverie, qui eux ne vont pas me challenger. Mes vrais amis, moi je vis leur regard comme des Mm. agressions, ou ma maman, mes frères, je suis dans le déni, hein. Je ne peux pas concevoir être alcoolique. Pour moi, un alcoolique, c'est pas un jeune. Pour moi, un alcoolique, c'est un vieux con. C'est un mec de 60 piges, ou un sans-abri, ou quelqu'un qui est au chômage. Pour moi, ce n'est pas un jeune. Ça n'existe pas. Je me sens pas concerné. Donc, quand on me dit que j'exagère, que je devrais faire attention, que j'ai encore trop bu, qu'il m'est arrivé ça, qu'il m'est arrivé, bah, c'est parce que j'ai trop bu, mais je ne veux pas les Mais donc pour croire. toi, tu te dis pas j'ai un problème avec l'alcool. C'est juste je fais la fête et oui je bois, mais ça reste la fête quoi. Au début, c'est ça. Enfin, après le viol, un soir où je me fais violer par un autre homme, je fais quand même le lien Hmm. entre, entre ce qui est arrivé et le fait que je sois ivre. Euh,
Donc j'essaye de diminuer, de réduire. Et c'est surtout pour prouver aux autres que je suis pas alcoolique, que je sais me contrôler et que je m'arrête quand je veux en fait. Je suis encore là-dedans. J'ai conscience d'avoir un problème, mais la véritable acceptation de mon impuissance face à l'alcool, c'est une autre étape, c'est tellement plus profond. L'impuissance, admettre son impuissance, c'est admettre que l'alcool ne sera jamais la solution. Ça, j'ai conscience, alors, ouais, à 22, 23 ans, j'ai conscience d'avoir un problème, mais j'ai toujours espoir de pouvoir garder l'alcool dans ma vie, coûte que coûte, parce que c'est ce qui me maintient debout. J'ai l'impression c'est ça qui me permet de vivre. Si on m'enlève ça, qui je suis? C'est même pas ça, c'est je vais Mm. devoir me poser la question, qui suis-je? J'ai pas envie de me la poser. Je vais devoir me prendre en pleine poire tout ce que je fuis, tout ce que je n'aime pas chez moi, un monde que j'ai pas envie d'exister dans ce monde. Si j'arrête de boire, je suis face à tout C'est ça. insupportable. C'est insupportable, ouais. Pourtant, c'est, c'est ce qui m'a sauvé, ça a été de me confronter, de m'apprivoiser, de m'accepter, de me découvrir, et de découvrir que peut-être, avec tout ce que je n'aime pas chez moi, bah peut-être que en fait, j'ai une place dans ce monde. Tu sais, pour en parler de 2 minutes, le viol m'a m'a éclaté en 1000 morceaux psychologiquement. Le fait de me rendre compte que ce monde de bisounours dans lequel je voulais aller, ce monde alcoolisé où tout est rose, tout est naïf, tout le monde est sympa, ce monde aussi, il vole en éclats. On va me faire du mal parce que je suis bourré. C'est euh, c'est une déflagration. Mais ça ne m'a pas arrêté de boire, hein, au contraire. Ça m'a donné encore plus de raisons et encore plus d'excuses de boire pour oublier. Et on est dans des cercles vicieux où en fait, je vais pas bien, je bois, je suis encore plus mal, mais moi, pour moi, l'alcool me permet d'aller mieux, donc je rebois. Ce moment-là où tu te rends compte que le monde dans lequel tu t'es réfugié est quelque part aussi pourri, enfin il est faux, c'est une mascarade, ça a dû être terrible parce que tu te dis la réalité, je l'aime pas, je veux la fuir, et mon monde, mon refuge, en fait, bah, m'amène à vivre des choses terribles. Donc qu'est-ce qu'il me reste, quoi? Oui, c'est pour ça que c'est si dur de s'arracher d'un produit qui apaise quelque chose. Euh, c'est c'est Mm. ma béquille, c'est mon doudou, c'est la bouteille, c'est la personne qui ne me décevra jamais, j'ai l'impression, et je ne veux pas voir, je ne veux pas ouvrir les yeux, qu'en fait c'est la bouteille qui me détruit. En fait, pour te l'exprimer encore plus clairement, euh, j'ai j'ai pas choisi, mais contraint et forcé, je suis arrivé à un croisement avec 2 chemins possibles. C'est la mort ou la mort. Je dois choisir entre la mort et la mort. Soit je bois, je continue, et la mort, elle est assurée, hein. Soit je prends cet autre chemin, cet inconnu terrifiant, et pour moi c'est une petite mort, c'est la mort aussi. Tout ce sur quoi je me suis construit, tout ce fake, tous ces masques qui se fissurent bien évidemment, mais ces masques auxquels je tiens si fort, qui j'ai l'impression sont mon identité, je vais devoir les laisser tomber. C'est terrifiant. Donc oui, c'est une mort aussi. Et c'est pour ça que je recule ce choix, je recule ce moment où je vais peut-être devoir choisir. Quelque chose que je dis souvent, mais j'ai donné tellement de chance à l'alcool. Pourquoi est-ce que je donnerais pas une petite chance aux soins, euh, à l'abstinence? Pour ça, c'est impossible de le faire seul. En tout cas, dans mon parcours, ça a été impossible de le faire seul. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je suis personne pour dire que c'est le bon chemin,
ou de dire qu'il y a une feuille de route à suivre, des cases à cocher, c'est comme ça qu'on ira mieux. Je suis personne. En revanche, je peux parler de mon parcours, de mon chemin, de ce qui m'a aidé, ce qui est vérifié chaque jour, comme quoi c'est la bonne solution. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi l'abstinence, même si ça a été hyper dur au début. En fait, c'est l'abstinence qui m'offre tout ce que l'alcool me promettait. Mais il a fallu te confronter un moment à toi, à la réalité. Oui, il a fallu cette rencontre. J'aime parler de rencontre ou d'actes de providence, mais il y a eu de la lumière. Il y a eu, c'est, je ne l'explique pas. C'est tellement beau. Ça tombait à pic. C'est cette entrée dans ma chambre en douceur, à petits pas, et c'est ma maman qui vient s'asseoir au pied de mon lit et qui me regarde. Et je vois qu'elle sait, en fait, je vois qu'elle sait, je peux plus lui mentir. Et là, elle me parle des alcooliques anonymes. Pour la première fois, elle ne me juge pas, elle ne me fait pas de leçons de morale. Elle est là, elle accueille ma souffrance et elle accepte enfin que son fils est malade, qu'il a besoin d'aide, que c'est pas juste de la dépression, que c'est pas juste une crise d'ado prolongée. Elle m'a excusé beaucoup, elle m'a materné jusqu'au jour où en fait elle m'a confronté. C'est ça qui a marché. Elle a cherché à me parler en vérité. J'avais besoin de cette bouée de sauvetage, j'avais besoin que ma souffrance soit vue, qu'on mette enfin un mot dessus. Et je pense que sa phrase, c'est sa manière à elle de me dire qu'elle veut que je vive. En fait, les états dans lesquels tu te mettais, c'était des messages que tu envoyais à ton entourage. Et là, elle a enfin compris ta Bah oui, souffrance. clairement. Qu'est-ce que c'est à part des demandes d'aide, de se mettre minable, d'être en gueule de bois toute la journée? C'est une demande d'aide. Et ce jour-là, elle a été vue et entendue et je me suis accroché. En fait, je sais même pas si je l'ai fait pour moi au début. J'ai juste capté que je détruisais aussi ma mère, que je détruisais mes frères. Ils avaient tellement peur de moi, il y avait plus de confiance. C'était juste de la terreur, de, de, de cet inconnu. On ne sait pas s'il va rentrer, on ne sait pas dans quel état il va rentrer. Alors je l'ai peut-être fait pour ma maman au début, parce que me détruire, c'est ok, hein. Et que mes alcoolisations, mon alcoolisme détruisent aussi mes proches, ceux que j'aime. Bah, je vais essayer. Je vais essayer pour les bonnes raisons. Cette étiquette, en fait, enfin cette étiquette, en fait, ça m'a presque soulagé de mettre enfin un mot dessus. Je sais maintenant que c'est l'ennemi numéro un, que c'est pas mes échecs, c'est pas mes couples foireux, c'est pas le fait que je m'aime pas ou que je suis en dépression. C'est bien sûr que c'est tout ça, mais à la base, c'est parce que je bois que ces problèmes existent. C'est l'alcool, le seul et unique problème. Donc je me mets enfin les yeux en face des trous et je me dis, mais arrête, arrête, fais-toi aider, laisse-toi accompagner, accepte de l'aide, accepte ta vulnérabilité, rapproche-toi de semblables. Tu sais, la chose la plus courageuse au monde, moi je pensais que c'est d'être fort. Un homme doit être fort, ne doit pas montrer ses faiblesses, n'exprime pas ses émotions, c'est comme ça. Mais putain, mais la seule preuve de courage qui existe, c'est d'oser regarder ses vulnérabilités, c'est de mettre des mots sur ses vulnérabilités. C'est ça le courage, d'être en vérité, d'être honnête, d'être authentique. C'est aux alcooliques anonymes que j'ai appris ça. Puis en parlant des alcooliques anonymes, putain, mais c'est tellement pas comme dans les films. Bah oui, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de clichés là-dessus, mais alors comment ça se passe justement? Une réunion chez les alcooliques anonymes? À 24 ans, je suis terrifié, tellement honteux de pousser cette porte. Ma maman m'accompagne, j'ai besoin de me sentir soutenu. Et là, je découvre un monde que j'ignorais, un monde tellement humain, avec des personnes qui, bien sûr, ont des cicatrices, ont beaucoup de failles,
mais il y a peut-être de la lumière qui traverse ces failles et je ressens que j'ai ma place, que ma souffrance, elle est vue, elle est comprise, que je vais pas être jugé, que je vais pas être stigmatisé. Et ça fait du bien. Et d'avoir moins honte de tout ce qui m'arrive. Ça a été le début. Bon, ça a été, je t'épargne un peu la difficulté parce que j'avais envie, besoin de boire et c'était tellement dur, tellement de douleur et je me disais mais à quoi ça sert l'abstinence? À quoi ça sert? C'est encore plus dur. Et il y a cette solution que j'idéalise, hein, mais qui pourrait peut-être me soulager à nouveau. C'est là, c'est tellement tentant et je tiens, rassuré par les alcooliques anonymes, rassuré par mes médecins, les addictologues, les psys, qui me poussent à tenir un jour de plus. Je regrette pas d'avoir tenu un jour de plus parce qu'à un moment donné, et j'en parle dans mon livre, il y a ce jour-là que j'appelle le jour de l'illumination où je sors de chez moi, moi qui n'arrivais plus à sortir de chez moi, qui était devenu agoraphobe. Ce jour-là, je lève les yeux et pour la première fois, je vois le ciel, je le vois. C'est assez ouf de dire ça, mais j'étais tellement concentré sur la bouteille, tellement dans une attitude nombriliste, auto-centrée. Là, je vois et je ressens pour la première fois. Et je ressens sobre, moi qui pensais seulement pouvoir vivre intensément dans l'alcool, là, enfin, mes sens sont en éveil, il y a cette marche dans un parc où je sens l'odeur de l'herbe coupée, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Je m'assieds sur un banc et c'est rugueux sous ma paume, et il y a le soleil qui vient réchauffer ma peau et je me pose et ça m'apaise. Moi qui avais tellement peur de l'ennui, tu vois. En fait, c'était faux, je confondais ennui et paix intérieure. J'ai dû apprendre à accepter la paix intérieure. Et à cet instant-là, j'étais en paix et je me suis dit, waouh, tu peux ressentir sans alcool. C'est tellement intense, alors peut-être que tu es sur le bon chemin et ça m'a conforté. Je dis pas non plus que ça a été facile à partir de ce moment-là, mais il y a eu des petits instants comme ça qui ont confirmé que j'avais le droit d'exister et pour aller un peu plus loin, que j'étais un hypersensible qui avait le droit de ressentir. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup moins fui les émotions, je les ai beaucoup plus embrassées et j'ai osé traverser les choses, traverser avec beaucoup plus de résilience petit à petit qui se construit, mais arrêtons la fuite. Je me suis reconnecté à qui je suis, je me suis reconnecté à moi-même, aidé par la thérapie. C'est peut-être ça aussi le but, c'était d'avoir un peu plus d'amour propre. J'ai moins de raisons de me détruire avec un peu plus d'amour propre. Petit à petit, je me rends compte que c'est peut-être pas comme avant, mais j'y arrive. Cette première terrasse, ce- cette première rencontre, ce premier date, toutes ces premières fois que l'on redécouvre sans filtre, c'est flippant. Et en fait, je devais peut-être accepter que ça n'allait pas être comme avant. Forcément différent. J'ai plus euh, cette substance artificielle. Euh, la vérité, le sans masque n'est pas dans l'artificiel, donc ça sera forcément différent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une de valeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas euh, beau à vivre. Peut-être que le plus dur, ça a été d'accepter que l'abstinence, ça allait être une vie avec ses hauts et ses bas, d'accepter les bas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de montagnes russes émotionnelles. Il y a plus ces pics intenses, mais quand il y a pic intense, il y a chute atroce, intense. J'ai moins ça. Et petit à petit, on se fait davantage confiance sur ses ressources, sur les clés que l'on découvre en soi. D'ailleurs, il y a une définition de l'addiction qui, je trouve, est tellement pertinente, qui dit que l'addiction, ou en tout cas la fuite, c'est de rechercher à l'extérieur de soi ce qu'on ne trouve pas à l'intérieur de soi. Et ce chemin de la reconstruction, justement, c'est ça. Comment est-ce que je vais trouver ces ressources intérieures et être suffisamment bien accompagné pour les trouver et être à l'aise avec et s'accepter un peu plus. Je parle d'art de vivre quasiment.
Au bout d'un moment, il y a un détachement vis-à-vis de l'alcool. On y pense moins, on n'y pense quasiment pas. Euh, et ça devient un art de vivre. L'authenticité, le côté, oui, le fait d'être en vérité, ça touche tous les domaines de sa vie. L'abstinence, c'est pas que l'arrêt de l'alcool, c'est un reset total de sa relation avec soi-même, de sa relation avec les autres, avec la vie, de son potentiel aussi. Qui suis-je sans alcool? C'est un chemin que l'on renouvelle parce que je vais découvrir dans l'abstinence des étapes que je ne connaissais pas et je vais être challengé, puis je vais vivre des coups durs. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas dévier de ce chemin d'authenticité? Je sais que je traverserai les épreuves bien plus facilement si je ne bois pas. Je suis en paix, hein. Enfin, tu sais, on me demande souvent, mais est-ce que finalement tourner la page définitivement, ça serait de pouvoir reboire normalement? Et je rigole parce que j'ai tellement envie de mettre normalement entre guillemets, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que toi, Baptiste, as déjà eu une conso normale? C'est quoi une conso normale? C'est de pouvoir déguster un verre de vin en terrasse et de pouvoir ne mettre, tu vois, et de s'en foutre si on le finit pas et juste de le déguster et d'être connecté aux autres. Mais j'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais réussi à déguster. Mm. Je n'ai jamais, Enfin, pourquoi est-ce que ça existerait? En fait, au contraire, comment se construire une nouvelle normalité? Une nouvelle normalité sans alcool, où je suis bien, où je suis mieux en tout cas, euh, et de réparer, de se réparer, d'être en lien. C'est un mot que j'ai pas encore employé, mais d'être véritablement en lien. Mon hypersensibilité, si je la respecte, si je ne la nie pas, c'est quoi mon hypersensibilité? C'est notamment une quête d'authenticité, une quête de profondeur. Mais comment veux-tu que j'accède à ça avec de l'alcool? Donc, tu vois, c'est aussi l'abstinence, c'est du respect de sa véritable nature. Donc, moi, hypersensible, ce que je recherche, ce qui me nourrit, ce sont justement ces relations profondes avec les autres. Je découvre ça dans l'abstinence et ça m'anime, ça me nourrit, ça me permet de plus avoir envie de fuir, de me construire une vie, voilà, que j'ai plus envie de fuir. Et ça prend du temps. En fait, ça me fait penser à quand tout à l'heure tu disais que tu refusais de grandir. Être adulte, c'est peut-être d'accepter que la perfection n'existe pas. Je dirais aussi que peut-être que être adulte, c'est d'être plus mature émotionnellement. Je refusais la responsabilité. En fait, j'aime être fiable, enfin plus fiable. J'aime me souvenir de ma vie. J'aime construire. Ça, c'est possible que grâce à mon abstinence. C'est pas juste Baptiste qui se dévoile et qui a des qualités. Elles peuvent seulement s'exprimer dans l'abstinence. J'essaye de rester vraiment humble par rapport à ça. La pièce du puzzle manquant, c'est mon abstinence. Sans cette pièce, le puzzle, il est incomplet. Donc oui, mon abstinence m'autorise à passer à l'âge adulte. Tu sais, ça on peut en parler longtemps aussi, mais il y avait quand même une recherche de contrôle. Je suis peut-être quelqu'un qui aime le contrôle des choses. Alors je l'ai fait de façon très malsaine en voulant me calquer au désir des autres, tu vois, en veillant à contrôler ce que les gens pensent de moi en permanence. Euh, L'alcool, c'était un moment, un instant où je pouvais perdre le contrôle parce que sinon c'était trop dur, trop lourd à porter. Mais j'ai totalement perdu le contrôle, ce qui a créé de gros tiraillements intérieurs. Dans l'abstinence, je peux reprendre le contrôle, ça m'apaise, ça me structure, mais je veille aussi à ne pas être dans le trop, dans cet hyper contrôle maladif, dans ce qui est malsain. Mais l'abstinence, c'est que dans l'abstinence que je peux prendre conscience de ça. La prise de conscience, elle est dans l'abstinence. Comment veux-tu que je me rende compte des choses si je cède à l'alcool qui va flouter, qui va brouiller tout, où je vais mettre un masque, où dans l'artificiel, c'est fake l'alcool, tout est fake. Justement, je voudrais rebondir sur quelque chose. C'est que tout à l'heure, tu disais que l'addiction, en fait, c'est rechercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Et dans le livre, tu dis aussi que l'addiction, c'est la solitude qui mène à l'addiction. Tout à l'heure, justement, tu parlais de liens. Donc, pour peut-être se soigner de l'addiction, c'est retrouver des liens sociaux. Et avec soi-même déjà aussi. Oui, complètement. Alors c'est une phrase
enfin, c'est une phrase entendue par une addictologue qui dit que l'addiction est une maladie du lien qui se soigne par le lien. Je peux que être 100% d'accord avec cette phrase. Pardon, la solitude fait partie intégrante de la maladie, enfin, et la solitude détruit tout autant que l'addiction. Ça se soigne par le lien, me rapprocher de gens qui vont m'accepter, m'aimer, tu vois, tisser des liens dans l'instant présent, de plus fuir cet instant présent, mais aussi tisser une relation avec soi-même. Le lien thérapeutique est aussi, le lien médical et thérapeutique est aussi très très important. En tout cas, il a une place énorme dans ma reconstruction, dans cette rémission. Ça m'a sauvé en tout cas de demander de l'aide. Ça a été un game changer. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. C'est justement ce qui me permet d'être dans l'action plutôt que d'être dans ce côté très enlisant de l'addiction. On n'avance pas, on est juste enlisé et la boucle se répète, répète, répète inlassablement. Notre quotidien, c'est un bis repetita de la veille. Il n'y a rien qui avance. Demander de l'aide, c'est ce premier pas. Est-ce que tu te sens complètement guéri ou est-ce que des fois tu as des relents de tentation d'alcool? Je sais pas si je dirais que je me sens guéri. Justement, je reste vraiment humble par rapport à ça. En fait, si je me sens guéri, en fait, peut-être que la porte alcool s'ouvrirait un jour en mode, bah, c'est passé, c'est derrière moi, et j'ai pas envie de ça. Euh, je sais que je ne suis rien sans mon abstinence, et que j'espère, jour après jour, ça sera vrai jusqu'à la fin de ma vie, même si je me mets pas cette pression-là. C'est, je me projette pas. Enfin, qu'est-ce que j'en sais de ce qui se passera cet été ou à Noël? En revanche, avec le temps, on se fait de plus en plus confiance. Je me sens fort, je suis debout aujourd'hui. Je me sens même heureux parce que je ne souffre plus. Donc oui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je me sens détaché de l'alcool. C'est pas un sujet, c'est non. C'est un engagement ferme et non négociable. Il n'y a plus de doute, c'est non. En revanche, ça peut m'arriver d'avoir furtivement des idées de boire, no- notamment quand je me sens à nouveau trop seul et je me dis, tu vois, c'est quelques secondes, tu vois, mais et personne n'en saura rien. Ou alors récemment, une épreuve que j'ai dû vivre, une grosse épreuve de la vie que je n'avais pas envisagée. C'est dingue ça, je n'avais pas envisagé que ça pouvait arriver. J'ai été confronté à cette épreuve et c'est vrai qu'il y a eu un petit moment où j'ai eu envie, où je me suis dit, tu le mérites. Juste cette fois, tu mérites un petit coup d'anesthésie là. Et je dis non. Et je dis non avec beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus d'assurance, et ça me bouffe beaucoup, beaucoup moins. Enfin, quand je dis que c'est pas un sujet, c'est que à 99% du temps, c'est pas un sujet. Et je laisse ce 1% où parfois, ça peut venir me titiller, mais c'est rien par rapport à avant. Et je ne regrette jamais de dire non. C'est plus du tout une épée de Damoclès au-dessus de moi. Au début, tu vois, c'est un peu comme une armoire normande sur les épaules, quelque chose de lourd à porter, pétri de honte, de culpabilité, de peur, d'inquiétude. C'est normal. On va pas régler, cicatriser des années de défonce en 2 mois, ni même en 6 mois, ni même en un an. Accepter cette patience, c'est essentiel. C'est plus, c'est plus un poids. J'accepte mon passé, j'ai plus honte de ma maladie. Au contraire, je suis plutôt acteur de ma maladie avec mon métier de patient expert, cette formation qui me permet d'accompagner des personnes qui souffrent d'addiction. Je transforme mes cicatrices, mes souffrances en outils pour les autres. Être en lien. Je suis un lien euh, auprès de personnes dont l'âme est encore dans l'obscurité. Et j'essaie de leur transmettre cet espoir de ce possible qui existe et qui est là. Évidemment que toutes les personnes sont dignes de choisir la vie, même si à l'instant T, il y a cette impossibilité ou c'est pas possible.
Moi, je n'y arriverai pas. Moi, je suis une merde. Moi, je suis pas doté comme les autres. Je n'y crois pas. Si. J'ai commencé par un jour 1 comme tout le monde. Et aujourd'hui, mais c'est l'apaisement qui domine, c'est cette beauté. Même dans les épreuves, au moins je les vis. Au moins je les fuis plus. Il y a cette richesse de la vie qui s'ouvre à nous dans le bon comme dans le mauvais, mais c'est ça aussi la vie. C'est pas, il y a rien de parfait, il y a rien de rose. C'est la vie tout simplement, et qu'est-ce que je suis content de l'avoir choisi. Et justement, enfin, pour parler de l'association L'Addiction Libre, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots et puis nous dire pourquoi ça te tenait à cœur de monter ce projet? Alors la genèse du projet, ça vient des tripes, même du cœur, ce sentiment d'avoir la chance d'être une voix audible sur le sujet. Mais tout le monde ne peut pas s'identifier à mon histoire. Et puis en fait, humblement, je me dis, mais qui suis-je aussi pour asséner des choses? En fait, on est tellement à avoir des choses intéressantes à dire. Et donc, au début, le projet, c'était de donner la voix à d'autres, de rassembler les autres, de créer du lien, de créer des espaces ou des safe spaces où on va pouvoir se faire tomber les masques et se sentir vu, accompagné, compris et digne, humain. Donc l'addiction libre, au début, voilà, ça a été un espace où l'on peut tout dire sans être jugé. J'avais le souhait d'être ouvert à toutes les formes d'addiction, qu'elles soient aux substances ou comportementales, et aussi d'inclure l'entourage qui souffre avec et qui a aussi un parcours du combattant. C'est un désert. Il n'y a rien qui se fait pour l'entourage, donc aussi leur donner une place et qu'ils soient vus. Et ensuite, c'est devenu une association Mm. où on a essayé de structurer les choses. On organise des groupes de parole, des événements, de l'information, de la prévention, et d'être un acteur, tu vois, dans la déstigmatisation et de rendre le sujet moins tabou dans une société qui voit encore l'addiction comme un manque de volonté, alors que non, c'est une maladie. Elle s'appelle l'addiction libre. Si vous avez envie d'y faire un tour, allez-y. Et puis aussi si vous êtes curieux de mon histoire plus en profondeur, je vous invite à aller voir le site internet d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée.com. Je suis en auto-édition, donc je m'occupe moi-même des envois postaux, des dédicaces, tout ça. Euh, et ce livre, il existe en format papier et en format numérique sur Amazon, le format numérique sur Amazon. Donc je serais ravi de vous le poster, dédicacé, si vous voulez en savoir davantage sur ce qui se joue dans l'addiction, mais aussi ce qui se joue dans la reconstruction. Et si vous êtes aussi curieux, bah, euh, allez faire un petit tour sur mon Instagram, Mulier Baptiste, M-U-2-L-I-E-Z Baptiste, où je parle de ce cheminement. Et peut-être dernière question, mais comment tu te vois toi dans 5, 10, 15 ans? Est-ce que tu vois, tu as envie de continuer la prévention? Est-ce que tu as d'autres projets même qui n'ont rien à voir avec l'alcool? Je me laisse des portes ouvertes. J'ai envie de privilégier ma liberté et de poursuivre, ou en tout cas de prendre des décisions en respectant qui je suis, en respectant mes ressources, mes limites, et d'être au plus proche de mes ressentis, de mes émotions qui me parlent et qui me disent un peu où aller. Donc je me laisse un peu guider par ces ressentis, mais j'espère découvrir plein d'autres choses et de savourer la vie qui s'offre à moi et de et ne se, tu sais, je vais te dire, en fait, la vie est un cadeau. On sous-estime tellement le cadeau de se souvenir dans sa vie, alors j'essaye de le déguster, de déguster ce cadeau tous les jours, et c'est déjà largement suffisant. On finit sur une très jolie phrase. Bon, bah merci Aurélia. Bah, merci à toi. À très vite.